Bonjour et bienvenue sur Algomius. 2 ans déjà maintenant que la chaîne existe et il est peut-être temps de nouveau de dresser un bilan de ce qui s'est passé au cours des dernières années. Alors Algomius, dans l'idée, quand j'ai créé cette chaîne, c'était vraiment pour expliquer concrètement des choses qui peuvent rebuter certaines personnes. Certaines personnes se disaient effectivement que l'informatique c'est compliqué, la programmation c'est encore pire, qu'on comprendra jamais rien, et au final, il y a des concepts qui utilisent parfois des mots compliqués, des concepts un petit peu tordus, mais qui s'expliquent quand même assez facilement et qui peuvent avoir une application concrète, soit en termes de programmation, soit en termes de gestion de données derrière. Donc le but de cette chaîne était effectivement de montrer que finalement l'informatique c'est pas si inaccessible que ça. On arrive à se l'approprier, on arrive à programmer les trucs soi-même, des fois on cherche un petit peu parce que ça marche pas du premier coup, mais ça c'est normal. Et puis petit à petit on se prend au jeu et on arrive à faire des choses de plus en plus complexes. Donc ça, c'était l'idée de base d'Algomius. Et sur ces 2 dernières années, on est parti dans des domaines assez proches de la programmation et de l'algorithmie, et on a aussi couvert des domaines qui sont un petit peu plus éloignés. Aujourd'hui, au jour où je tourne cette vidéo, en fait, l'Algomius, la chaîne, a maintenant 2 ans. Elle a un contenu de 140 vidéos, un petit peu plus de 140 vidéos, et un peu plus de 2300 abonnés au jour où je fais cette vidéo. Donc, j'avais pas forcément d'objectif précis quand j'ai créé cette chaîne, à part peut-être parler de quelque chose qui me passionne, à savoir la programmation, l'algorithmie et tout ce qui tourne autour. Donc là, j'ai été rejoint par effectivement 2300 personnes qui ont l'air de s'intéresser aux mêmes choses, et donc je les en remercie. Je les remercie aussi également pour les commentaires, pour les avis, les améliorations possibles que je trouve parfois dans les commentaires et que j'essaie de suivre au maximum, et parfois aussi pour les pistes de sujets sur lesquels que je pourrais explorer au niveau de ma chaîne. Alors faire un petit bilan, je vais le faire sous plusieurs aspects. Je vais faire un bilan sur des sujets que j'estime plutôt terminés sur ma page, un bilan sur la dernière année écoulée, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui va se poursuivre, qu'est-ce qui finalement n'a pas porté ses fruits, des idées que je vais vous exploiter dans l'avenir, quels sont les chemins vers lesquels je vais orienter la chaîne dans les prochains temps, des idées que je mets de côté pour l'instant, des choses que j'aimerais bien exploiter quand j'aurai un petit peu plus de temps, ou peut-être un petit peu plus des connaissances dans le sujet. Et enfin, revenir sur des améliorations de choses déjà existantes sur la chaîne, mais qui pourraient être un petit peu mieux. Donc dans la première partie, ce que j'estime avoir abordé suffisamment dans la chaîne, et des sujets qui sont terminés maintenant, je parle notamment j'aimerais parler de la programmation Shell. Alors c'est un sujet qui a été bien accueilli. C'est peut-être quelque chose, une ressource qui n'existe pas vraiment. Moi, ce que je voulais, c'était faire une introduction à la programmation Shell, à la fois pour Windows et à la fois pour les systèmes Unix. Je pense que le contrat est rempli, et c'est pas quelque chose que j'ai envie de prolonger, parce qu'en fait, plus je vais aller loin dans la programmation Shell, plus en fait les besoins vont être plutôt spécifiques. Les vidéos que j'ai mises en place sur ce sujet-là vont vous permettre d'avoir les notions de base, vont vous permettre de mettre en place les briques de base, et vous serez à même, si jamais vous avez un besoin plus spécifique, d'aller chercher vous-même les informations pour pouvoir prolonger et arriver à résoudre des problèmes plus complexes. Donc là, c'est un style de programmation sur lequel je ne voudrais pas m'étendre plus loin. C'était une introduction à la programmation Shell, je pense qu'elle a été bien accueillie et elle a été vue comme telle, donc c'est quelque chose sur lequel j'aimerais pas aller beaucoup plus loin. Autre sujet sur lequel je voulais juste apporter une information, c'était la partie test. On a parlé de tests, on a vu une couverture un petit peu de tous les tests qui existent, et on a vu quelques exemples avec PHP-Unit pour voir un petit peu comment fonctionnent les différents tests. Ça aussi, dans mon métier, je ne suis pas vraiment testeur professionnel, c'est un sujet qui m'intéresse en tant qu'informaticien, parce que ça fait partie de notre travail, notamment de fournir les tests unitaires, mais pareil, c'est pas un sujet sur lequel j'ai envie d'étendre, et une orientation que j'ai envie de donner à ma chaîne. Autre chose que j'aimerais finir, c'est les algorithmes à la loupe. C'est une série de vidéos que je pensais destinées à des informaticiens débutants ou à des gens qui s'intéressent à l'algorithmie vraiment en surface. Donc c'était des fonctions très très simples qu'on analysait et où on essayait de retrouver comment elles fonctionnent. Même si c'était des fonctions très simples, elles utilisaient des fonctionnalités de base que l'on pouvait retrouver dans des fonctions plus complexes. Ça n'a pas forcément eu le succès que j'escomptais. Je pense que c'est notamment le problème, c'est que c'était peut-être des vidéos qui étaient un peu hors contexte et qui seraient plutôt bienvenues pour rendre plus concret peut-être le cours d'algorithmie. Parler d'une notion d'algorithmie, l'illustrer par un exemple, décomposer cet exemple,
c'est peut-être quelque chose qui aurait été peut-être mieux accueilli. Donc ça c'est quelque chose, une formule que j'aimerais peut-être retravailler, ces algorithmes à la loupe, revenir un peu sous un autre format, ou alors les utiliser pour concrètement agrémenter le cours d'algorithmie. Sur cette dernière année, on a traité pas mal de sujets assez différents, et cette vidéo anniversaire m'a donné l'occasion aussi de revoir un petit peu les différents intérêts que vous avez portés aux différentes vidéos. Alors j'ai été très surpris du gros intérêt qu'il y a eu pour les vidéos d'UML. Alors je ne pensais pas que ça intéresserait autant de gens. C'est peut-être aussi parce que les ressources ne sont pas forcément aussi grandes que pour la programmation web, l'HTML ou CSS ou ce genre de choses. Donc c'est quelque chose que j'aimerais prolonger également. On a commencé à parler de cryptographie, là aussi c'est un sujet que j'avais lancé pour voir si il pouvait y avoir des gens intéressés. Les vidéos sur la cryptographie ont été vraiment bien accueillies, avec de bons commentaires. C'est un sujet qui visiblement intéresse les gens, et donc j'aimerais pouvoir prolonger également l'expérience de cette partie-là. Sur la base de données, on a fait énormément de vidéos cette année sur la base de données, à la fois sur la partie analyse, Meurize, et aussi sur l'utilisation de MySQL. On est allé plus loin que les fonctionnalités de base en MySQL, on a exploré énormément de choses, les triggers, les procédures stockées, on a parlé un petit peu de sécurisation de la base de données en SQL aussi. Là aussi, on va encore prolonger un petit peu l'expérience avec d'autres systèmes de gestion de base de données, ce qui va nous permettre d'avoir une certaine culture au niveau de la gestion de base de données, et de pouvoir peut-être choisir quelle est la meilleure en fonction du problème que l'on rencontre et de l'application que l'on va mettre en place. Enfin, de par mon rôle de formateur, j'ai été amené à intervenir au niveau du BTS SEO, donc énormément de vidéos cette année ont été tournées autour des maths, autour du programme de maths du BTS SEO, ou du programme de maths, de l'option maths approfondie, qui est proposée en BTS SEO. Donc moi les maths c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais comme la chaîne est vraiment orientée programmation, j'aime beaucoup les maths qui se programment. Donc la plupart du temps, si je vous parle de mathématiques, c'est derrière que j'ai l'idée que cette partie mathématique va me permettre d'optimiser une fonction. Je vais pouvoir peut-être utiliser des propriétés mathématiques qui vont me permettre de rendre une fonction plus simple, plus rapide, quelque chose comme ça. Donc on continuera probablement à développer les notions de maths, puisque de toute façon j'ai pas fini le programme de maths approfondi. Et si jamais je vous parle de maths en dehors de ce programme-là, de maths approfondies, ça voudrait dire que ce sont des maths qui ont un intérêt pour la programmation, des maths qui se programment ou qui nous permettent par exemple de comprendre la complexité. On a commencé aussi un sujet sur la manipulation des données avec par exemple Panda ou récupération d'un fichier CSV. On va parler d'intelligence artificielle aussi. Pour l'instant c'est encore un petit peu flou comment ces deux playlists vont s'articuler, mais à un moment donné les deux sujets vont normalement se regrouper sous le chapeau de l'intelligence artificielle, et ça c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, mais c'est un sujet qui va me prendre énormément de temps à développer, puisque je tiens effectivement à chaque fois qu'on énonce une notion d'intelligence artificielle de pouvoir fournir un petit exemple, aussi petit soit-il, mais quelque chose que l'on peut manipuler pour comprendre un petit peu mieux la théorie qui est derrière. L'intelligence artificielle, c'est un sujet en fait dont tout le monde parle, dont tout le monde balance un petit peu les concepts de réseaux de neurones, de colonies de fourmis, de choses comme ça. Et en fait, très peu de gens savent concrètement comment ça marche derrière. Alors j'en fais partie, mais c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'aimerais monter en compétence et comprendre comment ça fonctionne. Et j'aimerais aussi comprendre comment derrière ça se programme. Quel est l'aspect technique qui est derrière. Pas seulement comprendre théoriquement comment on résout le problème, mais aussi concrètement comment ça s'écrit, comment ça se rédige, et voir tourner un programme qui va nous résoudre un problème d'intelligence artificielle. Donc ça c'est quelque chose qui prendra peut-être du temps. Je ferai une vidéo une fois de temps en temps, à chaque fois que j'aurai assimilé un concept et que j'aurai trouvé un angle d'attaque pour pouvoir le présenter, et un exemple concret. Donc ça va être peut-être un fil rouge qui va se dérouler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. La partie algorithmie, on s'en est un petit peu éloigné cette année. J'ai fait un petit peu moins d'algorithmes expliqués, ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir aussi. Il y a encore énormément d'algorithmes sur les graphes que j'aimerais expliquer, les algorithmes sur les flux, et naturellement également des algorithmes peut-être sur la partie cryptographie, sur laquelle on reviendra encore. Si je devais maintenant dresser le planning des semaines ou mois à venir,
par rapport à ce qui est déjà prévu et par rapport à ce que j'aimerais faire. Alors, il y a des choses des séries de vidéos que j'ai entamées et dont la fin va maintenant arriver tout doucement. Je pense notamment que dans les semaines qui viennent, on va terminer le chapitre PostgreSQL pour la partie base de données. Donc il y a encore une vidéo qui va sortir sur les tableaux. Et puis j'aimerais faire une vidéo d'utilisation de PostgreSQL au travers d'un langage de programmation. Alors ce sera Python dans un premier temps, puisqu'effectivement dans ma chaîne je parle énormément de Python. On peut imaginer à l'avenir qu'on voit aussi un autre langage qui va s'appuyer sur PostgreSQL et qu'on voit les interactions qu'il peut y avoir entre les deux. Toujours sur la partie base de données, je suis en train de préparer un cours en ce moment sur le sujet NoSQL et plus précisément sur MongoDB. Là aussi, ce sont des vidéos qui sortiront sous peu. Je pense que ce sera courant de l'été. On aura une série de vidéos sur MongoDB qui expliquera à la fois comment on met en place une base de données MongoDB, mais qui fera aussi un petit peu la différenciation entre SQL et NoSQL, quand est-ce qu'il faut utiliser plutôt l'un, quand est-ce qu'il faut plutôt utiliser l'autre, et on essaiera de voir, maintenant qu'on est passé à travers SQL, PostgreSQL et MongoDB, quels sont les avantages, quels sont les désavantages de chacune des solutions, dans quel cas bien précis. Je l'ai dit, ce que j'aimerais continuer effectivement aussi, c'est toutes les vidéos sur l'intelligence artificielle. Ce sera à chaque fois des connaissances que je vais amener et que j'aimerais illustrer avec un cas concret. Donc ça me demande énormément de travail, ça me demande énormément de lecture, et ça me demande aussi de prévoir pas mal de choses, de cas concrets, pour pouvoir illustrer à chaque fois les cas bien précis. Donc ça c'est quelque chose qui va plutôt s'étaler dans le temps, et qui va de temps en temps, voilà, une fois de temps en temps, je vais ressortir une vidéo sur l'IA. C'est un sujet que je vais plutôt traiter sur la longueur. L'UML, c'était la grosse surprise de la chaîne, en fait. Je ne pensais pas que l'UML allait avoir des retours aussi positifs et une telle demande en termes de cours et de notions d'UML. Donc, l'UML, effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais continuer encore à développer, sous deux axes. Alors, j'ai fait une vidéo il y a peu sur un exemple concret avec StarUML où on montait un diagramme de classe. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire pour tous les diagrammes UML qui ont été vus théoriquement. Donc j'aimerais potentiellement monter une vidéo qui explique comment on utilise StarUML pour représenter un diagramme de séquence, un diagramme de temps, un diagramme d'état transition, et ainsi de suite, à partir d'un petit exemple, à partir d'un petit énoncé, peut-être un petit peu dans un univers un petit peu différent de vraiment rester dans l'entreprise et d'avoir un service compta et un service ressources humaines. Vous avez vu l'exemple qu'on avait fait, voilà, on avait essayé de représenter des aventuriers avec leur classe. On peut imaginer ces exemples-là peut-être dans un exemple complètement surréaliste, avec peut-être des concepts un petit peu différents, un petit peu romancés, qui nous sortiraient un petit peu de la logique purement entreprise. Voir aussi qu'on peut finalement modéliser énormément de choses en dehors même de la gestion de l'entreprise. Donc ça c'est la première chose, j'aimerais effectivement continuer ça, donner des exemples concrets, comment ça marche, de résoudre un énoncé complet, de se poser toutes les questions et ensuite de mettre en place le schéma sous StarUML et de voir comment en fait on a répondu à la fin à toutes les questions qu'on s'était posées. Deuxième axe qui manque encore à l'UML, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on passe de l'UML à un langage de programmation. C'est-à-dire que le diagramme des classes, par exemple, on a bien compris que chacun des concepts va devenir finalement une classe, mais en fait il y a encore plein de questions, comment ça va s'articuler, comment est-ce que les relations vont se mettre en place dans les différentes classes, comment est-ce que ça va se mettre en place. Et là, en fait, je me suis retrouvé un petit peu bloqué sur cette partie-là, puisque ma chaîne est essentiellement basée sur Python. Alors Python est un excellent langage, hein, j'ai pas de problème avec ça, sauf que Python, en fait, vous cache énormément de choses. Python vous cache les types, par exemple, vous cache les attributs de classe, et donc, c'est un petit peu compliqué de vous expliquer comment est-ce qu'on passe d'une classe UML, enfin comment est-ce qu'on passe d'un diagramme UML à une classe Python, alors que la moitié en fait des choses sont finalement sous-entendues. Donc, dans cette approche-là, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est peut-être prendre un langage de programmation plus explicite, et qui permettrait du coup de passer de l'UML à ce langage de programmation, tout en respectant, en ayant les attributs au même endroit, en respectant un petit peu le passage, et vous montrer en fait ce que devient chacune des notions qui a été représentée sur le diagramme. Donc je pense probablement prochainement commencer à vous parler un petit peu de C++, qui est un langage que j'affectionne particulièrement, c'est un des premiers langages que j'ai appris,
quand j'ai commencé à programmer, et c'est un langage que je n'ai jamais quitté. Et je trouve ce langage vraiment bien justement parce qu'il vous donne accès à tout. Vous pouvez gérer la mémoire vous-même, vous pouvez faire énormément de choses vous-même, et en fait, vous avez la possibilité justement de pouvoir toucher à tout. Et comme vous avez la possibilité de pouvoir toucher à tout, eh bien ça vous permet aussi de comprendre et de manipuler tous les concepts qui sont derrière la programmation. Donc probablement on parlera un petit peu de C++ prochainement, on abordera les bases de la programmation de C++, ça nous permettra aussi de le confronter à Python, de voir un petit peu que les notions existent dans les deux langages de programmation, mais elles ne sont pas exprimées pareil, notamment pour les types de variables qui sont implicites en Python, explicites en C++, et on essaiera de faire un parallèle par exemple, deux programmes qui font exactement la même chose et voir en fait que certains concepts ne sont pas présents ou sont cachés en tout cas en Python. Ça me permettra aussi de partir en C++ pour justement présenter la programmation orientée objet. La programmation orientée objet existe en Python, mais encore une fois, le problème de Python, c'est que je trouve que ça cache énormément de concepts, ça cache énormément de choses. Alors ça le cache. Les types sont toujours derrière, hein, les variables, les attributs de classe sont toujours derrière, mais le problème, je trouve que c'est moins visible que lorsque vous déclarez tout comme en C++, et je trouve que, peut-être que pour apprendre, je trouve que d'avoir tout sous le nez, c'est peut-être pas mal pour trouver les correspondances, quitte à se dire après, ok, maintenant j'ai compris le principe, je sais que c'est implicite, et je vais pouvoir m'en passer. Mais je trouve que dans l'explication, C++ sera peut-être un petit peu mieux pour ça. Enfin, à l'avenir, il y aura toujours, comme d'habitude, des vidéos qui serviront essentiellement aux élèves que j'ai en cours et qui serviront de notions de résumé sur les cours sur lesquels j'interviens. Donc ça, c'est toujours des vidéos qui auront la priorité sur les autres, puisque ce sont des vidéos qui peuvent servir de révision sur un sujet donné, ou quelque chose comme ça, ou peut-être un support au cours, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des vidéos qui pour moi ont toujours la priorité, et puis les autres, on les fera en fonction peut-être de l'intérêt aussi, si je vois qu'il n'y a pas trop d'intérêt pour le C++ parce que c'est un langage qui est effectivement où il y a déjà énormément de ressources dessus, peut-être qu'on mettra peut-être plus l'accent sur d'autres choses. Donc là on a fait un tour sur ce qui est à venir, ce qui est sûr que je pense développer, le C++, continuer l'UML, continuer l'IA, les vidéos des cours sur lesquels je vais intervenir, et terminer le chapitre base de données avec PostgreSQL, et le NoSQL avec MongoDB. Alors par rapport à ça, j'ai aussi des idées que j'aimerais développer dans cette chaîne. Alors ça n'a pas encore quelque chose de très concret, hein, c'est encore quelque chose sur lequel je réfléchis énormément. Il y a encore énormément d'algorithmes que j'aimerais pouvoir parcourir, beaucoup d'algorithmes sur les graphes, beaucoup d'algorithmes sur les flux, des algorithmes de cryptographie, aller un petit peu plus loin. Pour certains algorithmes, j'aurais peut-être besoin de structures de données spécifiques, comme des arbres, des listes chaînées, des doubles listes chaînées circulaires ou ce genre de choses. Là, pareil, peut-être que le C++ va pouvoir m'aider un petit peu plus là-dedans et rendre les choses beaucoup plus explicites. Et il y a des tas d'algos que j'avais mis de côté pour l'instant parce que je trouvais qu'ils se programmaient en Python, mais le fait que Python, il y ait beaucoup de choses implicites, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Je vais pouvoir les ressortir et ainsi les faire en C++. J'aimerais peut-être aussi faire des introductions à des langages de programmation peut-être un petit peu plus exotiques, des langages de programmation dont il n'y a peut-être pas beaucoup de ressources sur le net. Alors, si vous êtes développeur, vous avez déjà vu que si vous cherchez en HTML, CSS, JavaScript ou même PHP, vous allez retrouver énormément de ressources. Mais il existe des langages, en fait, qui sont peut-être un petit peu plus spécifiques, des langages qui sont peut-être un petit peu plus de niche, sur lesquels il y a de moins de ressources, et le fait de connaître des langages qui se programment un petit peu différemment fait en sorte que des fois on est obligé de réfléchir le programme différemment, et je trouve que c'est un bon exercice de temps en temps de se dire tiens j'ai le même problème, mais les contraintes du langage vont m'imposer de peut-être réfléchir différemment, voir comment je peux amener le problème pour arriver à mon résultat. Et dans ces langages, je pense notamment à OCaml, qui est un langage qui va nous imposer justement une logique complètement différente de ce que l'on a pu voir dans les langages de programmation classiques. Je pense notamment au COBOL, qui est un très très vieux langage, mais qui est encore utilisé dans énormément de... Alors c'est surtout dans le milieu assurance bancaire, et qui là aussi, en fait, va nous amener beaucoup de réflexion, parce qu'en fait, c'est un langage qui a des choses assez différentes par rapport au langage qu'on a pu déjà voir, notamment au niveau de la déclaration des variables. Et enfin, je pense à un langage de programmation comme Julia,
qui est un langage justement pour le calcul scientifique, qui va un petit peu dans le même sens que ce que fait Python avec les librairies scientifiques. Donc là aussi, peut-être OCaml, COBOL, Julia, c'est peut-être des pistes, c'est peut-être des vidéos, je ferai peut-être une vidéo d'introduction, je regarderai si jamais il y a un public, si jamais il y a un intérêt pour ce genre de vidéo. Si jamais il y en a un, eh bien on prolongera l'expérience. Sinon, je tenterai de temps en temps, voilà, une petite intro, regardez si ça fonctionne, regardez si quelqu'un est demandeur. Si jamais personne n'est demandeur, ben tant pis, hein, c'est que voilà, il n'y a pas d'intérêt particulier pour le truc, et si jamais il y a un intérêt parce qu'il y a peu de ressources pour ce genre de langage, eh ben on ira un petit peu plus loin. J'aimerais effectivement encore continuer à explorer les bibliothèques de Python, mais ça je pense que ce sera énormément lié au sujet de l'intelligence artificielle, et j'aimerais donc effectivement continuer à explorer, comme je l'ai fait avec Panda, donc continuer à explorer Panda, hein, parce qu'on n'en a largement pas fait le tour, mais continuer à explorer par exemple des librairies comme Scikit ou TensorFlow, des choses comme ça, qui sont des librairies en fait destinées à l'intelligence artificielle et au machine learning. Voir ce qu'elles peuvent nous apporter, voir quelles sont les fonctionnalités qu'elles contiennent, ces librairies, et voir un petit peu comment on peut les manipuler. Autre sujet sur lequel je m'intéresse en ce moment, je me suis rendu compte en fait que l'agrég d'informatique est sorti, et qui dit mise en place de l'agrég ou du CAPES, dit aussi mise en place du programme de l'agrég ou du CAPES. Donc moi ça m'intéresse aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui est demandé par exemple pour une agrégation en informatique, et on va peut-être traiter des modules qui sont demandés par l'agrég. Ça donnera peut-être, si le programme de l'agrég est ainsi fait, c'est peut-être que c'est simplement les modules qui sont à l'intérieur ont un intérêt pour avoir une culture générale de base en tant que développeur. Donc c'est peut-être un point de départ intéressant pour monter une série de vidéos qui expliqueraient quels sont les points demandés dans l'agrég et d'essayer de pousser un petit peu ça. Donc, si j'ai bien compris, dans l'agrég d'informatique, les langages demandés sont Python, C++ et OCaml, donc je suis un petit peu dans les clous aussi au niveau langage pour pouvoir évoluer là-dessus. Donc là pareil, je me fixe aucun objectif, hein, c'est des idées. Je ferai peut-être des vidéos de test, d'introduction, voir si ça plaît ou ça plaît pas, si jamais il y a une demande, si jamais des gens sont intéressés, on ira un petit peu plus loin, et puis on fera en fonction de l'intérêt aussi. D'autres idées, j'aimerais aussi m'intéresser à la programmation liée à l'analyse boursière, parce qu'effectivement, l'analyse boursière va vous demander de développer énormément d'outils, donc les outils les plus simples, hein, comme les moyennes mobiles, ou alors des outils un petit peu plus poussés, des outils d'analyse graphique, je pense notamment aux chandeliers japonais, ou alors au MACD, ce genre de trucs. J'aimerais vous montrer comment ça se programme, et en le programmant, j'aimerais aussi vous montrer finalement quels sont les chiffres qui rentrent en jeu, comment le calcul est fait, et finalement, j'aimerais pas seulement fournir un outil, mais j'aimerais aussi vous montrer comment en fait les valeurs dans cet outil sont calculées, et ça nous vous permettra de voir quelles sont les limites aussi de l'outil, parce qu'effectivement, on peut peut-être se dire, voilà, si je suis dans tel cas de figure, en fait, cet outil n'est plus utilisable. Donc là aussi, le fait de savoir en fait ce qu'il y a derrière, le fait de construire soi-même ces outils et de voir comment est-ce qu'on les a calculés, ça va nous permettre de savoir quand est-ce que la valeur est cohérente et quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Donc ça aussi, c'est une idée que j'aimerais peut-être développer. Il y a un projet que j'aimerais développer, mais là c'est vraiment quelque chose qui va me demander du temps, et avec le sujet sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas si j'en aurai beaucoup. J'aimerais effectivement faire un sujet qui lie en fait la musique, les mathématiques et l'informatique. Donc c'est un sujet en fait qui m'est venu un petit peu d'un livre que j'ai lu maintenant il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle le Gödel, Escher et Barr, qui en fait montrait qu'il y a des structures qui se retrouvent à la fois en mathématiques, à la fois en informatique, à la fois en musique et même dans la littérature. Et donc d'essayer de montrer un petit peu que voilà, il y a des choses dans la musique qui respectent certaines règles, alors surtout en musique classique, et ces règles-là, finalement, est-ce qu'on pourrait peut-être pas les apprendre à un ordinateur, et que l'ordinateur pourrait finalement nous concocter quelque chose de musical, quelque chose qui sonne bien. Bah, ça c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'aimerais développer, mais là aussi, en fait, comme j'ai une journée qui fait que 24 heures, comme un petit peu tout le monde, il va falloir que je fasse des choix, donc c'est quelque chose que j'ai toujours encore de côté, et que j'aimerais peut-être un jour prolonger. Dernier point, j'avais parlé à un moment donné de faire un cours sur de la programmation web. J'ai toujours pas lancé ce cours, tout simplement pour la simple et bonne raison en fait que la programmation web c'est quelque chose sur lequel on trouve
énormément de ressources. Si vous cherchez du HTML, du CSS ou du JavaScript, vous allez trouver énormément de cours, vous allez trouver énormément de tutos avec des gens qui font ça très bien. Et je me dis qu'à moins de trouver un format qui sortirait un petit peu de ce qui a déjà été fait, peut-être un petit peu un learn by doing, quelque chose un petit peu qui manipulerait beaucoup de concepts, peut-être travailler en mode projet, voilà, je partirai de quelque chose et je le ferai évoluer par rapport à une demande et je verrai quels sont les outils à mettre en œuvre. Mais sinon, je ne sais pas si rajouter encore un cours de programmation web, il faudrait vraiment que je trouve quelque chose qui soit novateur par rapport à ce qui a déjà été fait, ou novateur, ou au moins en tout cas un petit peu différent, une autre approche plutôt que de trouver quelque chose qui existe déjà. Donc là, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de réfléchir. Si je trouve vraiment un format que je trouve un petit peu différent de ce qui a été fait, je me lancerai. Sinon, pour l'instant, j'ai l'impression que la programmation web, c'est pas vraiment quelque chose dont on va avoir besoin. En tout cas, les ressources sont déjà clairement là et en nombre. Maintenant, si je veux regarder un petit peu ma chaîne avec un œil un petit peu critique, il y a des choses aussi que j'aimerais améliorer. Donc je suis toujours un peu à la recherche d'améliorer l'image, le son ou ce genre de choses, même si j'ai déjà fait pas mal d'améliorations. Essayer d'avoir un petit peu moins de réverbération, de trouver un petit peu comment je pourrais faire pour que la pièce, j'ai moins d'écho dedans ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses que je suis en train d'améliorer. Je prends en compte très souvent les avis, les retours que j'ai dans les vidéos, qui me permettent justement d'avancer sur le point de vue technique. Moi, je suis plutôt informaticien, tout ce qui est un petit peu domaine de l'audiovisuel, c'est quelque chose que je découvre. Donc il y a peut-être des fois encore des erreurs de débutant que je fais, notamment les premières vidéos qui étaient en mono, donc ça je règle petit à petit, et donc j'essaie de voir comment est-ce que je peux améliorer les choses. Il y a quelque chose que je suis en train de faire en ce moment, c'est de passer les documents que je joins aux vidéos sur GitHub au lieu de Drive. C'est une idée que j'ai eue parce que je trouve que parfois, on a des fois plusieurs fichiers en fait qui vont s'appuyer sur le même programme. Notamment quand on a parlé des algorithmes de tri, les algorithmes de tri se basent toujours sur un même programme qui va lancer Pygame et qui va faire l'outil graphique qui va vous montrer comment le tri s'effectue. Et je pense que GitHub c'est quelque chose de pas mal parce qu'en fait quand vous allez récupérer un répertoire GitHub, vous allez récupérer tout directement, tous les fichiers Python dans le même répertoire et vous n'aurez plus qu'à les lancer pour les faire marcher. Ça évitera en fait de vous retrouver avec plusieurs programmes Python et vous ne savez pas dans quel répertoire il faut les placer, enfin un truc. J'ai eu quelques retours comme quoi voilà je l'ai lancé mais la librairie n'existe pas, où est-ce que je peux la trouver? Donc du coup le fait d'être sur GitHub va me permettre d'organiser mes répertoires comme je le veux, et pour vous, si jamais vous voulez les exécuter, vous avez juste à récupérer le répertoire et vous aurez tout à la bonne place. Donc ça c'est ce que j'ai commencé à le faire avec les nouvelles vidéos, et je vais passer progressivement les anciens contenus également sur GitHub. Quelque chose que j'aimerais aussi refaire quand j'ai le temps, ce serait refaire les vidéos Python, parce que je les trouve j'ai l'impression de vraiment décrire toutes les manips que l'on peut faire, et j'aimerais peut-être un petit peu plus orienter ces vidéos-là comme autour de la résolution de problèmes. C'est-à-dire, voilà, je programme quelque chose, j'ai un autre problème qui se pose, je vais essayer de trouver avec quel outil je peux résoudre le problème, et vraiment rester assez concret et un peu moins descriptif que ce que j'ai déjà fait. Les premières vidéos Python, c'était effectivement les premières vidéos que j'ai tournées sur cette chaîne, donc maintenant il y a presque 2 ans, et je me rends compte effectivement qu'à l'époque, j'ai essayé de plus décrire toutes les fonctionnalités, de donner quelque chose d'assez exhaustif, et pas forcément clair ou pas forcément utilisable par quelqu'un qui cherche à développer. Donc là aussi, c'est peut-être quelque chose que je referai. J'essaierai peut-être de trouver un autre format pour les vidéos C++, et si jamais les vidéos C++ conviennent un peu mieux, eh bien je retournerai les fonctions Python un petit peu dans le même aspect. Donc je ferai pareil, une proposition, et puis on verra si ça prend. Les vidéos d'algo, par exemple, elles sont aussi très longues. Dans la playlist algo, elles sont très longues et peut-être elles manquent un petit peu de ponctuation de cas concrets. Et c'est un point sur lequel je reviens quand j'ai parlé tout à l'heure des vidéos à la loupe. C'est peut-être des vidéos qui auraient dû être ensemble. Les vidéos à la loupe auraient peut-être dû ponctuer pour rendre les cas beaucoup plus concrets dans les vidéos d'algo, ce qui aurait coupé un petit peu ce bloc un peu théorique pour faire passer un petit peu de théorie, voir comment ça marche, revenir à la théorie, refaire un exemple concret et ainsi de suite.
un espèce de ping-pong entre les deux pour que ce soit peut-être un petit peu moins embêtant à regarder. Donc là aussi, il y aura une amélioration possible sur laquelle je vais travailler. D'autres améliorations, c'est les améliorations techniques que j'effectue en fonction des retours que j'ai. Le clavier bruyant, effectivement j'avais un clavier mécanique qui était assez près de mon micro, je l'ai remplacé pour avoir un clavier moins bruyant. Donc moi j'aime bien le clavier mécanique, mais visiblement c'est vrai que moi je l'entends plus parce que je l'utilise 8 heures par jour. Pour quelqu'un qui regarde une vidéo, c'est peut-être un petit peu embêtant d'entendre tac 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 tac. Ok, donc ça c'est quelque chose que j'ai remplacé. Pour le son, j'essaye aussi de voir comment, toujours un petit peu avec les réglages pour que le son soit meilleur. J'ai changé aussi l'orientation de la pièce pour voir si j'ai un petit peu moins de réverbération. On verra si ces changements finalement apportent quelque chose à la qualité de la vidéo. En tout cas, si jamais vous avez des commentaires à faire ou des avis ou des choses que je pourrais améliorer au niveau de la qualité visuelle, n'hésitez pas. Je suis preneur de tous les avis et puis j'essaierai de voir en fonction si c'est des problèmes que je peux régler. Alors on en arrive un peu à la mot de la fin de la vidéo. Comme d'habitude, j'ai essayé de faire court, mais j'y suis pas arrivé, puisqu'effectivement, vous avez probablement dû le remarquer, je parle beaucoup, trop, non, beaucoup, on va se limiter à beaucoup, parce que j'essaie effectivement d'être toujours exhaustif dans ce que je dis, et que parfois, effectivement, j'essaie de faire en sorte aussi que les vidéos se suffisent à elles-mêmes, et que de temps en temps, il faut revenir sur une notion qu'on avait déjà vue dans une autre vidéo, et donc on peut de temps en temps faire un petit rappel pour que la vidéo finalement soit assez complète. Je pioche parfois dans les idées des commentaires. Hein. Il y a des gens parfois qui me disent voilà, le sujet est intéressant, mais ça marche comment ? Ou tiens, je suis tombé là-dessus, ça marche comment ? Ou cet algorithme, comment il découle ? Des fois, c'est des choses qui rejoignent directement ma to-do list et que j'exploiterai. Alors, pas forcément tout de suite dans la semaine, mais parce que des fois, ça demande un travail de documentation, ça demande d'abord de comprendre le problème et aussi d'arriver toujours à un exemple concret où ce problème est mis en pratique et d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut être le plus pratique possible. Donc, je voudrais terminer cette vidéo en remerciant les gens qui sont abonnés à la chaîne, en remerciant aussi les nombreux commentaires positifs que j'ai pu recevoir, les personnes qui ont mis des commentaires positifs. Déjà, je suis assez content finalement d'avoir de ce genre de retour positif après le travail qui a été effectué, parce qu'effectivement quand même 140 vidéos en 2 ans, c'était quand même pas mal de boulot. Je remercie aussi les gens qui font des retours constructifs, de dire voilà, essaye plutôt ça, et regarde, tiens, on avait des gens qui m'ont dit tiens, ton son est en mono, tiens, essaie d'avoir la voix plus forte, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des résultats sur lesquels je tiens compte, et je remercie effectivement tous les abonnés qui sont intéressés effectivement par ce chapitre de la programmation, de l'algorithmie et des maths. Donc on est en train de faire un petit peu un mélange, on est en train de temps en temps de briser un petit peu des fois les frontières qu'il pourrait y avoir entre les matières, montrer que finalement, de temps en temps, l'outil informatique peut nous servir à résoudre un problème de maths, et puis de temps en temps, des propriétés mathématiques nous permettent d'écrire une fonction beaucoup plus optimisée. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que l'informatique est souvent en fait à la croisée des chemins. C'est pas vraiment une matière, je dirais, qui se suffirait à elle-même, mais en fait, c'est un outil performant qui va permettre de solutionner des problèmes dans des choses très variées, qui va nous servir à solutionner des choses dans les maths, en physique, en musique, en biologie, et ainsi de suite. Et donc, c'est un sujet qui est tellement ouvert que vous voyez que j'ai encore plein d'idées, finalement, pour faire évoluer ma chaîne, et donc, j'espère continuer à faire des vidéos qui vous intéresseront, notamment sur les thèmes dont j'ai parlé au courant de cette vidéo. Et donc, je vous dis à bientôt pour l'entame de cette 3e année sur la chaîne Algomius.